avec nos invités pour parler justement de l'université qui accueille en son sein la Maison des sciences numériques. Et donc, nous ont rejoint sur le plateau le professeur Christophe Fouqueré. Vous êtes président de l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors d'abord, merci de nous accueillir ici. Votre université, on ne l'a pas vu beaucoup à l'image, mais elle est vraiment magnifique. Il y a également le professeur Younes Benani. Bonjour Younes Benani. Vous êtes, Bonjour. c'est vous qui dirigez la MSN. On aura l'occasion d'en parler longuement dans notre table ronde. Le professeur Thomas Grégory, qu'on ne présente plus, qui est à l'initiative donc de ces 24 heures de chirurgie holographique autour du monde et qui est bien sûr chef du service orthopédique et traumatologique à l'hôpital Avicenne, donc qui est de l'autre côté de la rue. Et enfin, nous avons le docteur Julien Kilikini. Merci infiniment d'être avec nous également. Merci Alors, beaucoup. Julien, j'aurai le plaisir de vous interroger sur ce que vous apprenez ici à la MSN en tant qu'étudiant et chercheur donc, dans cette maison toute particulière, qui est, je crois, et on va pouvoir le découvrir, assez unique au monde. Je vais commencer par vous, Christophe Fouqueré. Donc, vous présidez l'Université Sorbonne Paris-Nord. D'abord, juste peut-être une réaction. Dans 45 minutes, cet événement sera terminé. 24 heures de chirurgie holographique à travers le monde. 24 heures pour rencontrer aussi beaucoup de partenaires de chirurgiens, d'hommes et femmes qui œuvrent donc au développement de ces nouvelles technologies au service de la santé. Alors voilà, juste une petite réaction. Je suis ravi, l'université est absolument ravie de cette session de 24 heures qui va effectivement se terminer dans pas très longtemps, mais qui a été organisée depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, Et c'est ça. et je les remercie, par Younes Benani et Thomas Grégory ici présents, et pas mal d'autres acteurs qui ont réussi, qui ont fait en sorte que ces 24 heures puissent se passer correctement. Juste peut-être quelques mots sur l'université en tant que telle, Oui. dans laquelle effectivement on se trouve. C'est une université de 25 000 étudiants à peu près, avec très pluridisciplinaire, donc il y a à la fois des études de médecine et un certain nombre de disciplines médicales, des études aussi en informatique, et c'est pour ça que la MSN a été mise en place par Younes Benali il y a déjà maintenant quelques années, et puis on trouve aussi de la psychologie, de la littérature, des mathématiques, bien entendu, de la physique, de la chimie, enfin bref, il y a à peu près toutes les disciplines qu'on peut retrouver, et c'est une université qui est de taille moyenne, 25 000 étudiants, mais je pense que justement parce qu'elle a une taille moyenne, on peut y faire des choses novatrices, vraiment novatrices. C'est le cas maintenant avec ces relations entre orthopédie et intelligence artificielle. Et je crois que c'est vraiment une très très belle expérience que d'avoir mené, une expérience d'une première mondiale, il faut le dire. Et je pense que c'est vraiment vraiment très intéressant pour le domaine en question. Alors la place du numérique justement ici à Paris-Nord, en quelques mots. En quelques mots, c'est déjà une longue histoire. Je suis moi-même informaticien, je connais Younes Benadi depuis très longtemps. Oui. Et la place du numérique, ça a été d'abord la place du développement de l'informatique sur l'université dès les années 80-85 à peu près. Et puis très rapidement, une place orientée à intelligence artificielle, pardon. Le laboratoire était d'abord orienté à la science artificielle. Et puis ensuite, des développements liés au e-learning, des développements liés des formations liées à l'apprentissage automatique de manière très forte, très importante. Et puis, depuis quelques années maintenant, cette nouvelle structure, la MSN, qui est à l'interface, on va dire, des parties recherche-formation en informatique, au sens traditionnel du terme, et puis un certain nombre de domaines d'application. L'orthopédie, c'en est un, mais aussi d'autres domaines d'application, et puis les entreprises. Et cette collaboration entre entreprises, domaines d'application et puis partie de recherche universitaire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense. Alors, vous parlez des entreprises, la société Evolutis, Microsoft sont partenaires de la MSN. Et là, je me tourne vers Younes Benani. Younes, donc vous dirigez cette maison des sciences numériques. C'est, je le disais en introduction, un exemple un peu rare dans le monde, cette MSN. Parlez-nous un peu peut-être de sa création et pourquoi est-elle née ici au sein de l'université? Euh, Tout d'abord parce que j'ai senti un besoin en tant que chercheur et enseignant à l'université, un besoin de rapprocher encore plus le monde des entreprises à l'université. Et l'idée est venue du fait que notre université, c'est une université interdisciplinaire, enfin Mhm. pluridisciplinaire, et le fait d'avoir un espace physique de partage et d'échange était nécessaire pour développer d'autres activités de recherche
à laquelle l'université n'était pas encore préparée. Et la MSN, cet espace-là, permet justement ce dialogue interdisciplinaire Mhm. permettant de favoriser l'émergence de nouveaux objets de recherche, de nouvelles théories et de nouvelles formations. Alors, pour bien comprendre l'interdisciplinarité, pour comprendre surtout ce qu'elle peut apporter, donnez-nous des exemples concrets. Bah, l'interdisciplinarité permettra en général d'appréhender la complexité d'un sujet et saisir ces aspects et ces dimensions pour résoudre un problème devant lequel une discipline seule est impuissante. Et l'interdisciplinarité permettra en même temps de lier différentes approches, différents savoirs qui s'ignorent parfois, qui sont complémentaires. Et enfin, l'interdisciplinarité permettra aussi de challenger un domaine avec les questions d'un autre domaine. C'est ce qui se passe lors de ma collaboration avec le professeur Thomas Grigori et son équipe. Et pour moi, l'excellence disciplinaire est nécessaire, mais pas suffisante pour mener des travaux scientifiques permettant de booster l'innovation. Il faut une recherche interdisciplinaire. Et c'est dans ce contexte-là que la MSN apporte un espace physique de rencontre D'accord. entre personnes et compétences variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser. Je comprends. Alors, justement, on va prendre un exemple concret. Thomas Grégory, donc, vous êtes professeur en orthopédie, donc, je le disais, à l'hôpital Avicenne. Comment avez-vous rencontré Younes? Comment l'avez-vous convaincu, en fait, de venir travailler avec lui, avec ses équipes et avec les étudiants ici à la MSN? Merci Emmanuel. Je suis chef de service à Oui, l'hôpital bien sûr. Avicenne et je suis professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Voilà. Et donc ça, c'est la première des choses. Donc finalement, le lien, il Le s'est lien, fait de il était façon déjà assez là. naturelle. Oui. Et je dois dire que j'y suis bien dans cette université Mhm. Sorbonne Paris-Nord. Et j'y suis d'autant mieux que, comme on l'a vu pendant ces 24 heures, on voit bien que l'âge d'or de la chirurgie, le nouvel âge d'or de la chirurgie, il naît de la collaboration entre des chirurgiens, mais surtout des informaticiens, des experts en C'est ça. intelligence artificielle. Ça fait maintenant 23h30, je crois, qu'on en parle et ça devient maintenant une évidence Mhm. pour tout le monde. Donc, on ne peut être que bien dans une université qui a ce niveau de compétence dans ces domaines qui vont transformer, qui transforment Mhm. actuellement, en tout cas qui est le moteur principal de la transformation de notre spécialité chirurgicale pour le bénéfice des patients. Ça, c'est le premier aspect qui me paraissait important de souligner. Alors, le deuxième aspect, mais je vais aller un petit peu plus vite, c'est que effectivement, c'est une université à taille humaine où les gens se connaissent, se rencontrent, où les gens vont dans le même sens et on peut avancer très vite. Et c'est pour moi pas tout à fait une surprise qu'on ait fait la première mondiale en 2017, cet événement cette année et qu'on lance des programmes de formation Mhm. et de recherche particulièrement innovants. Donc, quand vous arrivez la première fois pour parler de ce projet à Younes Benani, comment vous échangez? Qu'est-ce que vous décidez de créer ensemble? D'abord, vous avez déjà un objet qui est la Fondation Moveo. Et donc, comment vous vous mettez d'accord pour que ces choses se développent ici, au sein de la mécène, au sein de l'université? Et en fait, on se met pas d'accord, enfin, on se met d'accord parce que C'est c'est une d'abord évidence. des relations interpersonnelles qui Mhm. sont faciles, qui sont agréables Mhm. au quotidien, qui sont fluidifiées par la maison mère. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et d'ailleurs, on donne le meilleur de soi-même lorsqu'on est bien dans une structure. Et donc, c'est un point fondamental. Donc, je me souviens très bien quand Younes Benani est venu me voir au bloc opératoire, me présentant la mécène, son projet Ouais. interdisciplinaire. Les choses se sont faites à la fois très naturellement et puisque les thématiques collaient parfaitement. Alors Younes, je renverse la question vers vous. Quand vous êtes venu voir Thomas, qu'est-ce que vous lui avez proposé concrètement? Enfin, je proposais pas grand-chose, je proposais un espace. Mais comme il l'a dit, Thomas Grégory, le contact est passé facilement
et on a vu rapidement qu'on avait des points communs. Thomas Grégory portait un projet innovateur et c'était la même chose de mon côté. Et donc, on s'est mis en binôme et on a dit on va foncer. Donc, c'était difficile de défendre ce type de projet, mais on y croit fortement. Et donc, comme il a dit Thomas Grégory, ça nous donne plus d'énergie d'aller plus vite et vers l'avant. Alors, Et c'est grâce quand même à la directrice de l'UFR de Bobigny, la professeure Nathalie Charnot, que cette rencontre a eu lieu. Parce que je ne connaissais pas Thomas Grégory, il est chirurgien d'ailleurs, et moi je suis informaticien, donc la rencontre est difficile. Et le fait d'avoir la MSN facilite ce type de rencontre. Alors, à la MSN, concrètement, Thomas, qu'est-ce que vous faites pour que le public comprenne bien? Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous venez ici et que vous travaillez ici? On l'a vu dans la vidéo précédente, la Maison des sciences numériques est son entité dédiée à la chirurgie et au développement de l'IA et de la réalité mixte en chirurgie a deux volets. Il y a un volet innovation recherche, Oui. où les futures applications sont d'abord créées avant de pouvoir être validées et devenir un outil d'utilisation routinière pour le chirurgien. Et il y a un deuxième volet qui est le volet formation, parce que lorsqu'on a des nouveaux outils, on l'a vu, là on a un nouvel outil, les HoloLens, il faut que les professionnels puissent se former à ces nouveaux outils. Donc je crois qu'on est assez fiers de dire qu'on est la première université au monde à avoir ouvert un parcours de formation dédié aux chirurgiens international à l'utilisation de la réalité mixte. Et j'invite d'ailleurs tous les chirurgiens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à nous contacter pour qu'on les intègre dans ce programme de formation. Donc actuellement, dans ce programme de formation, vous avez des chirurgiens qui viennent d'où? Eh bien, on a c'est quelque chose qui est très nouveau, hein, mais on a eu des chirurgiens, on l'a vu sur la vidéo, on a des chirurgiens qui viennent du Koweït, d'Arabie Saoudite, d'Angleterre, d'Italie. Évidemment, déjà, en France, on a beaucoup de chirurgiens à former. Vous nous présentez le docteur Julien Kilikini? Oui, le docteur Julien Kilikini, c'est une pépite de notre hôpital et j'espère bientôt de notre université. C'est le chef du service de chirurgie plastique et reconstructive. C'est d'abord un médecin exceptionnel et il a des projets de recherche que l'on a pu élaborer de façon conjointe également avec le professeur Benani, mais il va nous en parler. Docteur Julien Kilikini, alors parlez-nous de ces projets. Oui, merci beaucoup. Ces projets, d'abord, c'est la chance de pouvoir travailler au sein de cette ambiance avec, justement, comme tout le monde l'a dit, l'interdisciplinarité. Ça permet justement le lien entre la chirurgie, l'informatique et les mathématiques, qui sont finalement des mondes qui n'ont pas trop l'occasion de se croiser, alors qu'ils peuvent se challenger et permettre justement d'avancer sur des projets de recherche. Alors, pour ce qui est du projet de recherche que je suis en train de mener sous la codirection du professeur Grégory et du professeur Benani, il s'agit en fait de projets pour fiabiliser les grandes reconstructions de tissus qu'on peut être amené à faire en chirurgie plastique. Chez ces patients-là, on a besoin de couvrir des pertes de substances étendues par des grandes quantités de tissus qu'on déplace d'un endroit du corps à un autre. Et la vascularisation de ces quantités de tissus est parfois un petit peu précaire. Et à l'heure actuelle, on a peu de moyens pour définir pendant l'intervention s'il n'y a pas des zones, notamment en périphérie, qui vont être mal vascularisées et qui vont donc entraîner de la nécrose. Depuis quelques années, il y a des techniques de fluorescence, de chirurgie guidée par fluorescence, qui nous permettent d'identifier in situ et en direct les zones les mieux perfusées
mais ces techniques ne sont pas encore très fiables et on va avoir besoin justement des nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour nous permettre justement de fiabiliser notre geste et d'avoir immédiatement, ou en tout cas le plus rapidement possible, une cartographie, aussi bien par la fluorescence que par les applications qui vont être développées avec, à l'aide de l'intelligence artificielle, justement pour définir avec précision les zones qui sont bien vascularisées, ce qui nous permet justement de proposer des interventions les plus sur mesure possibles aux patients et les plus fiables possibles. Et ces projets ne peuvent être menés que si justement on est dans une ambiance avec des liens entre les chirurgiens qui connaissent leurs besoins, qui savent ce qui est possible, et les informaticiens, les chercheurs en sciences plus dures, entre guillemets, qui nous permettent de faire le lien sur la technologie actuelle. Et puis, ensemble, on avance plus loin, plus vite, plus longtemps, et ça fait aucun doute. Vous pouvez nous donner un exemple concret de quelque chose que vous demandez à un informaticien, un mathématicien qui est en face de vous, dans votre discipline, justement pour développer les outils dont vous avez besoin pour progresser dans votre discipline? Alors, totalement. Nous, justement, on va réaliser pendant l'intervention une dissection d'une quantité de tissu. On va faire notre image fluorescente pour voir ce qui est perfusé, c'est-à-dire là où le sang arrive, là où il y a de la vascularisation. Et puis, cette zone, elle n'est pas toute noire ou toute blanche, elle est un petit peu grise. Il y a des zones un peu grises. Et ce qu'on demande aux informaticiens, c'est de dire, voilà, est-ce que tu peux me donner une courbe, quelque chose de prédictif pour me dire où couper, où inciser, pour trouver la zone limite entre la vascularisation et la zone non vascularisée. Alors, c'est un échange, hein. Moi, je lui pose des questions, et puis l'informaticien va me poser aussi des questions et me dire, voilà ce que je peux avoir moi, est-ce que ça a du sens dans ta pratique quotidienne, ou est-ce que c'est complètement déconnecté de la pratique du bloc opératoire? Et c'est, entre guillemets, en incrémentant tous ces échanges, qu'on arrive justement à avancer. Alors, bien sûr, hein, ça passe par beaucoup de recherches, avec dans tout ce qui est intelligence artificielle, justement, beaucoup de données à fournir à l'informaticien. Moi, je lui traduis ce que je vois et ce dont j'ai besoin, et lui, il le transforme en algorithme qui permet d'avancer. C'est absolument passionnant, merci infiniment. Et quels sont les autres projets qui sont développés comme ça en rapport entre la médecine et donc les ingénieurs au sein de la MSN? Je ne sais pas si Younes ou Thomas va répondre à cette question. Écoutez, il y a plusieurs projets qui ont été lancés. Il y a des projets qui sont liés à la chirurgie et Julien en a présenté un autre. Oui. Il y a des projets qui sont liés à l'automatisation d'actes plus simples. Je vais donner l'exemple un peu plus tôt dans ces 24 heures, mais un des projets est pour la libération du nerf médian au canal carpien. C'est une intervention qui est très fréquente, qui se passe très bien dans 99,5% des cas. Et puis, dans un nombre de cas certes restreint, mais comme il y a un gros volume qui arrive de temps en temps, le patient présente une variation anatomique et la chirurgie classique peut du coup être à risque dans ces cas-là. L'algorithme d'intelligence artificielle, lui, va probablement et même certainement pouvoir objectiver cette variation anatomique avant même le chirurgien, puisqu'il va avoir analysé énormément de données, beaucoup plus qu'un chirurgien ne peut avoir accès. Un chirurgien, il va faire, je sais pas moi, 300, 400, 500 canaux carpiens par an. Un algorithme d'intelligence artificielle, il va se nourrir de milliers, de millions d'images chirurgicales, et ces informations vont pouvoir être données à un bras robotisé pour réaliser de façon encore plus précise que la main du chirurgien le geste. Donc ça, c'est un exemple sur la chirurgie. Vous avez également des exemples pour analyser l'émotion du chirurgien. Vous avez notamment avec les HoloLens des systèmes qui permettent de suivre le mouvement des yeux. Ouais. Et les informaticiens connaissent bien, et Younes connaît bien, des recherches qui ont porté sur l'appréhension des mouvements des yeux pour définir l'état émotif d'une personne, d'un conducteur.
Dans quel but, par exemple, pour le chirurgien? Alors, le but n'est pas pour le chirurgien. Le but, c'est avant tout pour le patient. Le but, c'est pour le patient d'avoir un acte chirurgical plus sûr. Et si vous avez la possibilité, si moi j'ai la possibilité de recevoir une notification sur mon smartphone, sur mon ordinateur, me disant le jeune chirurgien qui est dans telle salle, il a un état émotionnel qui rend peut-être la chirurgie plus à risque, avec des prédictions qui peuvent être faites par les mathématiques, vous voyez bien qu'on peut sécuriser encore plus les actes chirurgicaux. Et c'est la finalité de ce que l'on fait. Bon, alors l'algorithme, donc, Younes Benani fait partie de ces outils absolument incroyables pour progresser, donc pour faire progresser et aider à la progression des techniques chirurgicales. Vous diriez quoi, Younes? Dans quel domaine l'intelligence artificielle, pour vous, est la plus performante aujourd'hui? Dans quel domaine? Je dirais dans tous les domaines où l'intelligence artificielle a été utilisée avec efficacité et maîtrise. Mais si on examine les derniers travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, on trouve une partie de l'intelligence artificielle dite le deep learning, qui a effectivement affiché des résultats spectaculaires, particulièrement dans le domaine de la vision par ordinateur. Donc, ces systèmes, aujourd'hui, sont capables d'isoler votre visage dans une foule de visages et vous identifier, quelle que soit votre expression faciale. Et l'IA est aujourd'hui capable aussi de faire ce qu'on appelle de la segmentation d'images en temps réel dans une séquence vidéo. Et il y a pas mal de démonstrations qui le montrent. Un autre domaine, c'est la traduction automatique. Et les nouveaux moteurs de traduction automatique basés sur le deep learning ont fait des pas de géant dans ce domaine-là. Ils travaillent sur des centaines de langues. D'ailleurs, je pense que cette technologie est utilisée en ce moment lors de nos échanges. Elle fait de la reconnaissance de la parole et puis de la traduction en temps réel. Et il y a un autre domaine qui est très intéressant pour la médecine, c'est le diagnostic médical, où on a montré que la combinaison entre le médecin et la machine permet d'avoir une réussite, un taux de réussite voisinant les 100%. Alors cela montre quoi? Et il montre que l'homme et la machine sont complémentaires et que les deux ne commettent pas les mêmes erreurs. Le deep learning découvre des choses invisibles pour l'œil du médecin et le médecin, grâce à son expertise et son intuition, découvre des choses que la machine ne voit pas. Donc il y a une complémentarité très, très importante entre les deux. Ça veut dire que l'IA fait moins d'erreurs que l'homme? Elle ferait moins d'erreurs que le spécialiste? Elle permettrait au spécialiste d'approcher le stade zéro ou proche de zéro de l'erreur? Je ne dirais pas qu'elle fait moins d'erreurs, elle ne fait pas les mêmes erreurs. D'accord? Elle est capable de rivaliser avec les meilleurs radiologues, mais en même temps, si on combine les deux, on est gagnant. On est gagnant parce qu'on minimise les erreurs. L'apport de l'intelligence artificielle, pour moi personnellement, c'est la découverte de choses que le médecin ne voit pas rapidement. Parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes données. L'intelligence artificielle a accès à des données réduites, alors que le médecin a accès à moins de données, effectivement, mais il est doté d'une intuition, d'une vraie intelligence. Thomas, une réaction à ce que vient de dire Younes? Je pense qu'il a tout dit. On n'en est pas du tout au robot humanoïde et au robot médecin qui remplacera le médecin et qui annihilera complètement la relation médecin-patient. Je crois qu'à l'université, d'ailleurs, on pourrait travailler avec tous les domaines de la psychologie sur ce domaine. La médecine, ce n'est pas que de la technique. La médecine, c'est une relation avec le malade basée sur l'empathie. Et ça, l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de le coder. Pour autant, l'intelligence artificielle, elle nous permet, nous, d'être plus performants. Et Younes Benani a extrêmement bien explicité cette complémentarité entre l'IA et le cerveau humain. Avec une obsession, la sécurité du patient, j'imagine, pour tous. Christophe Fourqueret, vous vouliez réagir au propos d'Younes? Compléter ce qui vient d'être dit. Effectivement, dans certains cas, l'IA accompagnera
finalement ce qui pourra se faire d'un point de vue naturel, et en médecine, ce sera assez largement le cas. Mais comme l'a dit le professeur Grégory tout à l'heure, l'IA peut aussi aider à anticiper un risque qui serait exagéré. Tout à l'heure, on parlait effectivement des yeux, des fatigues oculaires aussi, des choses comme ça, qui peuvent être anticipées. On a tous entendu parler de ces voitures automatiques, et c'est aussi le cas où, dans certaines conditions en tout cas, la voiture prend moins de risques que le conducteur lui-même, dès lors que l'ordinateur ne va pas s'endormir au volant. Enfin, on l'espère en tout cas. Et donc, ça peut être effectivement un facteur de gain par rapport à l'humain. Mais dans d'autres cas, et Younes Benali l'a bien dit, c'est vraiment un complément, et les deux parties, humain et ordinateur, sont indispensables pour qu'on puisse faire mieux que chacune des deux parties. Julien Kilikini, vous avez envie d'ajouter un mot à tout ça? Non, je pense que tout a été dit, et comme l'a dit Thomas, la relation médecin-malade, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer avec un ordinateur. L'IA va beaucoup nous aider, l'IA va connaître les données, les algorithmes, mais c'est le médecin, c'est le chirurgien qui connaît le patient et qui devra faire la décision. Le but, c'est de lui donner toutes les clés pour l'aider à prendre la meilleure décision, de suivre le planning qu'il aura fait en connaissance du patient, après avoir discuté avec le patient, et ça, on ne pourra pas le remplacer. Le but, c'est de compléter et nous donner les meilleures clés pour proposer le geste le plus sur mesure et le plus sûr pour le patient. Younes Benani, donc si j'ai bien compris, si on a tous bien compris sur ce plateau, la faiblesse de l'IA, c'est qu'elle n'a pas d'intuition, et sans intuition, il n'y a pas de création dans le fond. C'est-à-dire que la machine est un outil à notre service, mais sans nous, elle n'a pas vraiment d'idée, elle n'a pas vraiment de possibilité de créer. Ah oui, pour la création, c'est un peu difficile. Même si on parle parfois de création artificielle, pour moi, ce n'est pas de la création, ce sont des calculs derrière. Et la création a besoin quand même d'imagination, d'émotion, d'intuition, comme vous dites. L'intelligence artificielle a quand même des limites. Hein. Il faut être raisonnable. Il ne faut pas voir l'intelligence artificielle avec une vision de science-fiction. L'intelligence artificielle apporte une aide précieuse dans tous les domaines, mais il faut rester réaliste. Ces systèmes, ils ont quand même des limites. Je dirais deux types de limites. Des limites potentiellement repoussables. On parle souvent de l'absence d'explicabilité, mais il y a des pistes qui sont en train d'être explorées pour améliorer cette limite-là. Il y a aussi le problème que ces systèmes apprennent à partir de beaucoup de données, contrairement à l'humain qui est capable d'apprendre avec un seul exemple. Tout ça, on peut le résoudre. La seule difficulté qui reste, et que je pense restera très longtemps, et qui est difficile, voire impossible à repousser, c'est de doter ces machines d'émotions, d'intuition, parce que ces choses-là, on ne peut pas les modéliser sous forme mathématique ou algorithmique. Je pense que l'intelligence artificielle, quand elle produit des décisions, ce sont des décisions computationnelles, par opposition aux décisions intuitives trouvées ou proposées par l'humain. Et pourquoi? Parce que l'humain utilise un processus cognitif fondé sur des expériences et des données émotionnelles, et l'IA n'a pas accès à ce type de données. Voilà le problème. On n'est pas prêt d'avoir une paire de lunettes qui nous dit « Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée qui vient de me venir ». Difficilement, pas pour demain. Thomas, en conclusion de cette table ronde qui était décidément passionnante, est-ce que vous pouvez nous dire, au nom en fait, de tous les médecins, de tous ceux qui attendent beaucoup de ces nouvelles technologies, quelle est pour vous la prochaine étape majeure? J'allais dire presque la prochaine étape presque nécessaire. D'avancer, surtout, c'est de ne jamais s'arrêter. On a l'écosystème, on a créé une étape, on est à la fin des 24 heures, mais on est à la fin uniquement d'une étape, et je pense qu'on reprendra cela dans la conclusion. Je pense que tous les participants ont vu qu'il y avait besoin d'un écosystème, et que cet écosystème, il se rencontrait. La pandémie nous éloigne physiquement, mais elle permet également finalement de nous rapprocher par
des moyens de communication autres. Et il va falloir utiliser cela au sein de l'université, entre les universités, entre les pays pour avancer plus vite. Et encore une fois, le bénéfice ultime pour nous qui sommes chirurgiens et avant tout médecins, le docteur Clinton l'a très bien dit, c'est le patient. Christophe Fouquet, le mot de la fin, on est ici chez vous. Peut-être un mot quand vous pensez à vos étudiants et à l'avenir. En fait, je pense aussi à ce qui s'est passé là maintenant. L'université doit être capable de changer. Jusqu'à présent, effectivement, il y avait des formations tubulaires et des étudiants qui suivaient une formation pour une discipline donnée, une thématique donnée. Et maintenant, on doit être capable, que ce soit en formation comme en recherche, d'être capable de faire de combiner plusieurs disciplines. J'allais dire du transdisciplinaire, mais ce n'est pas le cas. De combiner plusieurs disciplines parce que c'est aussi ça l'avenir. Ouais. Par exemple, je pense à un chirurgien, son objectif dans la vie, ce ne sera pas simplement de faire des opérations, ce sera aussi d'être capable de comprendre la technique qu'il pourra utiliser. Et pour un informaticien, non seulement de connaître son domaine, mais aussi de connaître le domaine d'application au-delà de la simple connaissance de base qu'on pourra en avoir. Et je pense que pour l'université, c'est vraiment un challenge important que d'avoir ça pour les années à venir.